Je suis très heureux d'être ici, cher Jean-Claude, cher Renaud, très heureux d'être à Marseille ce matin. Quand je suis arrivé dans ce magnifique palais, la presse m'a hélé en me demandant quel était mon état d'esprit. J'ai répondu à la volée, excellent. Excellent. Excellent parce que je suis heureux d'être à Marseille, accueilli par des amis, dans cette ville absolument magnifique, qui se transforme à un rythme visible, et qui fait aussi la fierté de notre pays. Heureux de retrouver des amis, car je vois beaucoup de... Enfin, là, je ne les vois plus très bien, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose quand on parle ici, mais je vois beaucoup de visages amis dans cette salle. Et heureux parce que ça me donne l'occasion d'aborder un sujet qui me passionne depuis très longtemps, depuis aussi longtemps que mon engagement politique, qui a d'abord été local, et d'avoir l'occasion d'évoquer et de répondre à un certain nombre de questions qui se posent, de remarques qui sont formulées, d'appels qui sont lancés. Je suis tellement heureux d'être heureux ici ce matin avec vous que je serais bien arrivé hier soir. Mais j'ai cru comprendre que c'était compliqué de pouvoir échanger en direct hier soir, alors que c'était l'objectif, de dialoguer sur ces questions qui nous rassemblent tous et qui sont essentielles. C'est pour ça que je vais essayer d'en dire quelques mots ce matin. Vous m'avez, cher Hervé, parlé avec franchise et amitié, et vous avez placé le sceau de cette séance de ce matin sous le double sceau de la franchise et de l'amitié. Je vais donc m'inscrire exactement dans cette ligne de la franchise et de l'amitié. J'ai lu hier soir, je l'ai relu ce matin avec attention, l'appel pour les libertés locales que les trois grandes associations, cher Dominique, d'élus locaux ont publié et lancé hier. Et je dois dire qu'il ne manque pas de style, il ne manque pas d'allure. Peut-être, si je peux me permettre un avis, il m'arrive d'y trouver qu'il manque peut-être un peu de nuance, mais peut-être que je ne suis pas complètement dans la cible, ou peut-être que je suis justement la cible, je ne sais pas, mais en tout cas, il mérite qu'on en discute. D'abord, un appel pour les libertés locales. Qui peut être contre? Évidemment pas moi. En aucune façon. Vous l'avez dit, cher Hervé, avant d'avoir la chance et l'honneur de devenir maire du Havre, j'ai été conseiller régional. On a même siégé exactement sur les mêmes bancs. Alors, il y avait une petite travée qui nous séparait, mais c'était une travée géographique. Sur le fond, je crois que nous étions assez d'accord. Et puis les différences partisanes. J'ai ensuite siégé au conseil départemental de Seine-Maritime. J'ai été 10 ans adjoint au maire de la ville du Havre. Tout mon engagement politique, il est avant tout un engagement local. Et je sais que la liberté locale est la contrepartie de la capacité que nous avons à transformer nos territoires, à les transformer réellement, à les comprendre, à les sentir, à les incarner et à les transformer. Vous lancez un appel au dialogue. Là aussi, vous ne me verrez jamais sur une autre ligne que celle du dialogue. Jamais. Jamais. J'aurai l'occasion d'y revenir à l'occasion de ce discours pour illustrer ce que je crois vrai dans la façon dont nous travaillons ensemble et dans la façon dont nous pourrions travailler à nouveau ensemble. Dans cet appel, je suis d'accord avec beaucoup de choses en vérité. Oui, à l'évidence, les grandes transitions numériques, écologiques, vont se réussir sur nos territoires. On peut faire un appel aux consciences au niveau national, on peut mettre en place un certain nombre de mécanismes au niveau national, mais la réalité de la transformation, elle sera bien entendu locale, elle sera incarnée localement, réalisée localement. Si j'ai présenté la semaine dernière, ou même la semaine précédente, le plan vélo à Angers, c'était justement pour montrer comment une ville, une agglomération, pouvait s'engager et concrètement déjà transformer les choses. Je ne dis pas qu'Angers est le seul territoire qui se soit vigoureusement engagé sur la voie
d'une politique favorisant l'usage du vélo, mais il est vrai qu'à Angers, c'est particulièrement le cas. Comme vous, je ne crois pas que l'avenir de la France et de ses territoires puisse se résumer au succès des métropoles. Chère Madame la Présidente. Mais je ne crois pas que la France puisse réussir sans le succès des métropoles. Et je pense que de ce point de vue-ci, nous sommes d'accord. Je n'ai jamais vu un président de région, un président de département, un élu local même, considérer que contraindre le succès des métropoles, enfermer ce potentiel exceptionnel de développement métropolitain, pouvait en quoi que ce soit constituer un point positif pour notre pays. Mieux relier ce développement métropolitain avec les territoires qui l'entourent, c'est indispensable, ça c'est certain. C'est d'ailleurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce que j'ai dit la semaine dernière au congrès de France urbaine, qui réunit les grandes collectivités municipales et les intercommunalités et les métropoles, et ils en conviennent de ce point de vue parfaitement. Bien sûr que la décentralisation doit rapprocher les centres de décision des investissements. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, la puissance, l'importance des investissements des collectivités territoriales, et c'est le jeu même de la décentralisation de faire en sorte que ces décisions puissent être prises au plus près, avec des élus qui assument leurs décisions et qui peuvent répondre des décisions qu'ils prennent. Bien sûr que les élus français œuvrent tous les jours pour lutter contre les décrochages et pour développer leur territoire. Évidemment, je suis d'accord, je l'ai vécu. J'en partage tous les points, et je dirais que chaque partie de mon histoire et de ce que je suis s'inscrit dans cette ligne. Et j'aime beaucoup la citation de Gaston Defferre que vous tirez, si je ne me trompe, du discours du 27 juillet 1981 prononcé à l'Assemblée nationale lors du débat sur le projet de loi sur la décentralisation. Il se trouve que j'ai d'ailleurs relu ce discours qui est tout à fait fascinant, Monsieur le maire. Et il est tout à fait fascinant parce que, après la phrase que vous citez dans votre appel de Marseille, il y a des phrases qui sont très dures, je ne les prononcerai pas ici, mais très dures, y compris sur les possibles dérapages qu'il évoquait en matière de décentralisation. C'est un discours très intéressant, très intéressant. Je ne nie pas, Monsieur le Président, nos désaccords. Je ne nie pas non plus l'importance des efforts que l'État vous demande. Je ne nie pas non plus l'ampleur des transformations que nous engageons. Nous avons été mandatés pour les engager. Alors nous les engageons, et mon objectif, c'est de faire en sorte que le cap qui a été fixé par le Président de la République devant les Français, il soit tenu. Et je pense d'une certaine façon, comme vous, que le sujet des relations entre l'État et les collectivités est suffisamment sérieux et important pour qu'il mérite une autre forme de débat, qui n'exclura jamais les désaccords, qui n'exclura jamais les coups de colère, qui n'exclura pas non plus les coups d'éclat, mais qui, je pense, peut porter sur autre chose qu'un débat que je crois, au fond, infondé, sur la volonté de recentralisation ou d'ultra-centralisation, ou sur l'idée même que nous voudrions revenir sur un équilibre qui a été défini au sein de la Constitution en 2003, indiquant que notre pays, notre République, était décentralisée. Quelles sont les demandes que vous formulez dans cet appel ? Première demande, une participation équitable de l'État aux côtés des collectivités locales au redressement des comptes publics. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Vous écrivez que d'ici 2022, les collectivités locales vont contribuer au désendettement de la France à hauteur de 50 milliards, alors que l'État va accroître l'endettement du pays de 330 milliards. Je vais commencer par vous donner raison. Ce sont bien les ordres de grandeur dont il s'agit. Je ne les conteste pas, mais je voudrais approfondir le sujet que vous venez de soulever, en formulant 2 ou 3 remarques. Première remarque, pourquoi est-ce que le déficit de la personne morale État se creuse ? Parce que toutes les réductions d'impôts ou de charges qui sont décidées et qui sont nécessaires sont à la charge de l'État. La baisse de l'impôt sur les sociétés,
la réforme de l'ISF, la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique, la transformation du CICE en allègement de charges, la suppression de la taxe d'habitation, qui passe par un dégrèvement, et donc intégralement compensée par l'État. Toutes ces baisses d'impôts, elles sont assumées par la personne morale État. Par les contribuables de l'État, bien entendu, mais par la personne morale État. Et une fois qu'on a dit ça, on constate en effet que la charge essentielle de cette baisse d'impôts repose sur l'État. Deuxième élément. Pour pouvoir mettre en œuvre ces baisses d'impôts, pour pouvoir les supporter, il faut avoir une action forte sur la dépense. C'est la baisse et la modération de la dépense publique qui permet de crédibiliser et de rendre possible à la fois les baisses d'impôts et la maîtrise de la dette. Or, sur cet aspect-là, Monsieur le Président, en 2018, comme en 2019, l'effort de l'État, personne morale État, sur sa dépense sera supérieur à celui demandé aux collectivités territoriales. Je le dis clairement, et ce sera démontré dans l'exécution du budget 2018, dans les chiffres du PLF 2019, l'effort de maîtrise des dépenses de l'État, stricto sensu, sera supérieur à l'effort demandé aux collectivités territoriales. Et cet effort supérieur sera réalisé dans un contexte où les concours de l'État aux collectivités locales seront stables. Et je le dis là encore avec beaucoup de clarté, parce que pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, Monsieur le Président. Vous avez indiqué la modération de la dépense des collectivités territoriales. Vous savez comme moi que pendant longtemps, cette modération de la dépense, elle a été assurée, ou plus exactement imposée, par une baisse de dotation massive et qui concernait toutes les collectivités territoriales. Ça n'est pas ce que nous faisons. Ça n'est plus ce que nous faisons. Nous avons indiqué la stabilité des dotations, et même, mais elle est tellement légère que je ne veux pas la mentionner, une toute légère augmentation. Nous demandons que la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités ne dépasse pas 1,2% par an, et 228 collectivités sur les 322 collectivités concernées ont décidé de s'engager en ce sens. Dans l'immense majorité des villes et des métropoles et des intercommunalités, 45% des départements et plus de la moitié des régions. Et je les remercie. La norme que nous appliquons à la totalité des dépenses de l'État en 2018 et 2019, c'est 0,7%. 1,2 dépenses de fonctionnement pour les collectivités, en plus, 0,7% pour l'État. Monsieur le Président, les dépenses de l'État, en volume, vont baisser. En volume, pas en valeur, en volume. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Des baisses d'impôts financées par les... Et un mot, puisque vous avez dit qu'il ne fallait pas réouvrir le débat, mais quand même ça me fait plaisir de le dire, sur ces contrats. Contrats, Monsieur le Président, qui avaient été demandés, s'agissant des contrats relatifs à la dépense, par les collectivités territoriales, par les associations de collectivités territoriales. Eh oui, nous les avons proposés, nous les avons mis en œuvre. La vérité, j'écarte les débats sur les postures politiciennes, mais la vérité, puisqu'ici il y a beaucoup d'élus, puisqu'on sait ce que c'est que le débat politique, la vérité, Monsieur le Président, c'est que pour beaucoup d'entre nous, il était plus facile pendant longtemps de supporter la baisse des dotations du point de vue politique. C'était très désagréable du point de vue budgétaire et financier, très désagréable, mais lorsqu'on était maire, président de conseil départemental, président de conseil régional peut-être, je peux parler en tout cas pour les maires, c'était assez facile de dire « nous devons comprimer notre dépense parce que l'État baisse et baisse violemment et de façon constante ses dotations ». C'est techniquement difficile à assumer, c'est politiquement extrêmement facile à assumer. Ce que nous proposons, ça n'est plus ça. C'est d'assumer le fait que nous maîtrisons l'augmentation de la dépense. Et pour ça, il faut s'engager. C'est beaucoup plus difficile politiquement à assumer. Et comme je m'y attendais, Monsieur le Président, une immense majorité des élus s'y est engagée. Une immense majorité des élus. Parce que, évidemment, les élus sont responsables. Évidemment, ils sont responsables. Évidemment, ils sont capables de dire « c'est vrai, c'est difficile, mais c'est mieux qu'une baisse des dotations. Ça garantit une stabilité des dotations. Et donc, on va s'engager. Et ce n'est pas facile à tenir, je le sais. Et ça se fait à un moment où l'État s'applique une norme de progression de dépenses plus stricte, ce
qui n'a, reconnaissez-le avec moi, pas toujours été le cas.